Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition spéciale d'Entretien privé. Au moment où commence la commémoration du génocide de 1994 au Rwanda, il convient de rappeler que le 6 avril 1994, les présidents du Burundi, Cyprien Ntaryamira, et du Rwanda, Juvenal Habyarimana, étaient victimes d'un attentat à l'aéroport de Kigali. L'hypothèse d'une piste burundaise avait été évoquée, entre autres hypothèses à l'époque. Tels sont les sujets dont nous allons nous entretenir avec notre invité. Notre invité, parlant de lui, il s'agit de son Excellence M. Dieudonné Dabaro Simana, ambassadeur du Burundi en France, au Portugal et en Espagne. Excellence, bonjour et merci d'avoir accepté cette invitation. Bonjour, je vous remercie de cette invitation. Excellence, lors de la préparation de cette émission, nous nous sommes rendus compte que vous avez fait vos études dans la prestigieuse Institut des relations internationales du Cameroun, l'IRIS. Est-ce que vous pouvez nous entretenir ici de votre parcours dans cette école et nous raconter quelques anecdotes du Cameroun? Oui, je pense que quand on parle du Cameroun, chaque fois que je vois une image qui vient du Cameroun, je suis saute parce que je vois la poste centrale, je vois le boulevard du 20 mai, je vois les Toyotons, je vois la primature de l'autre côté avec le ministère de l'enseignement supérieur. Donc j'ai vécu des moments merveilleux au Cameroun. C'est le Cameroun qui m'a formé, c'est ma deuxième patrie. J'ai fait SOA, Yaoundé 2, le droit. Je connais, vous savez, à SOA, toutes les histoires des étudiants dans les amphis, pendant les cours, les petites insolites. Et après, j'ai eu la chance de faire le concours de lyrique que j'ai passé. J'ai été sélectionné en même temps qu'un ami ivoirien qui est pour le moment en Côte d'Ivoire. Et moi, je suis rentré au pays, donc le Cameroun m'a élevé pendant 10 ans, donc c'est ma deuxième patrie. Je suis en même temps ambassadeur du Burundi, mais je ne peux pas, je peux vous dire que je suis aussi ambassadeur du Cameroun. J'ai contemplé les Jeux indoptables en remportant les 2 Coupes d'Afrique des Nations, les Coupes d'Afrique des Nations. Donc je connais le Cameroun dans la joie, dans tout ce que le Cameroun a comme meilleur en Afrique. J'ai savouré la bonne nourriture du Cameroun qui, vous savez, le Cameroun c'est toujours un grenier de l'Afrique centrale et le Cameroun nourrit le Congo, le Gabon, la Centrafrique, le Nigeria et la Guinée équatoriale. Donc, je connais le Cameroun dans toute sa grandeur et le fait que j'ai été là-bas, ça me donne aussi quelque chose de plus par rapport à quelqu'un d'autre qui n'a pas eu la même chance que moi d'être dans ce grand pays de l'Afrique centrale. Votre pays, le Burundi, commémore les 20 ans de la mort du président Ntaryamira. Il y a 20 ans, auriez-vous imaginé ce qui allait se passer dans votre pays? Quand on replonge dans l'histoire, je pense que nous avons connu réellement des moments difficiles. Et la mort de Cyprien Ntaryamira intervient en même temps que le génocide au Rwanda. Et vous le savez très bien, le génocide au Rwanda a éclipsé toute l'actualité, que ce soit au niveau international, que ce soit au niveau national, que ce soit même chez moi au Burundi. C'est vrai, on venait de perdre un président, des ministres, un président qui meurt 2 mois alors qu'un autre venait d'être assassiné. C'était vraiment une catastrophe dans une catastrophe. Donc on était dans une situation terrible par rapport à cette situation. Et voilà, 20 ans après, on essaie de commémorer l'illustre disparu. C'est vrai, les gens me posent la question pourquoi vous ne célébrez pas de la même façon que le Rwanda en organisant des cérémonies à la grande pompe. Mais je pense qu'au niveau du gouvernement, tout est mis en œuvre pour d'abord donner une place qu'il faut à cet illustre disparu. Il y a la journée du 6 avril qui est justement dédiée à cet illustre disparu. Et je pense que c'est quand même une façon pour le peuple burundais de dire qu'on ne l'oubliera jamais, qu'il fait partie de notre histoire, qu'il avait des ambitions pour le Burundi, il avait l'amour pour le Burundi, il avait des programmes pour le Burundi, il voulait discipliner l'exécutif, les partis politiques, les forces d'ordre. Et il aimait son peuple, malheureusement. Et il n'a pas fait long feu et voilà, l'accident l'a emporté en même temps que le président Habyarimana, cette nuit tragique du 6 avril 1994. Et quelle fut la réaction immédiate du peuple burundais après ce drame? La réaction du peuple burundais, je vais vous dire, c'était
c'était la désolation dans la désolation. Je pense qu'à peine on ne s'était pas remis de nos plaies par rapport au massacre qui ont suivi et à l'assassinat du président Dadaye. Et après, l'autre qui l'a remplacé, du coup, il est emporté. Je pense que vous sentez comment l'esprit dans lequel nous étions dans la terreur, nous étions traumatisés. C'est comme si le monde s'écroulait sur nous. Parce que perdre 2 présidents en un espace de 2 mois, c'est énorme pour un peuple. Je pense que ça a créé un traumatisme. Ça a créé un traumatisme et par conséquent, c'est comme si le monde nous avait oubliés, c'est comme si les dieux nous avaient abandonnés, mais je pense que Dieu merci, aujourd'hui nous sommes sur la voie de la paix et nous avons retrouvé la paix grâce à la communauté internationale qui nous a soutenus et grâce à l'illustre disparu Nelson Mandela qui a dépensé sa dernière énergie pour nous, pour convaincre la communauté internationale en leur disant voilà, ce peuple frère a droit à la paix et a droit à rétablir sa vie normale et avancer sur le chemin du développement comme les autres pays. Excellence, on sait qu'avant ce drame, votre pays, le Burundi, traversait une crise. Vous pensiez que cela puisse arriver un jour? Non, je pense que arriver un jour, ce n'est jamais le souhait de personne, mais je pense que je vous garantis aujourd'hui, tout est mis en œuvre pour qu'on ne puisse pas, retomber dans les mêmes tragédies. Et nous essayons de promouvoir la cohabitation pacifique entre tout le monde, d'intégrer toutes les composantes de la société burundaise, les Hutus, les Tutsis et les Twa dans les institutions. Il faut que tout le monde se sente au même pied d'égalité, parce que ce qui a amené à tout ça, c'était une longue période d'exclusion d'une partie de la population et qui, à ce moment, a voulu, à ce moment, changer les choses par la démocratie. Cela n'a pas marché. Parce que le premier Hutu qui a été élu en 1993, Melchior Ndadaye, a été assassiné. Et l'armée qui contrôlait presque la situation, qui avait la force en quelque sorte, n'a pas accepté que par le simple jeu des urnes, on puisse les enlever, le pouvoir, comme si c'était un jeu. Donc ils ont voulu rétablir leurs forces. Et par conséquent, ça a créé une rébellion. Et le peuple a compris que seulement les urnes ne suffisent pas pour conquérir le pouvoir. Il y a une rébellion qui s'est créée, une rébellion appuyée par la population. Et c'est cette rébellion appuyée par la population qui a fini par avoir raison avec les élections de 2005. Et voilà, depuis 2005, nous sommes dans un processus démocratique qu'on a renouvelé en 2010, qu'on compte renouveler en 2015. Mais il faut, comme toujours, il faut vous dire qu'à la veille des élections, il y a toujours des escarmouches, il y a toujours des déclarations, il y a toujours souvent des déclarations tendancieuses qui voudraient croire au contraire, comme quoi au Burundi il n'y a pas la paix. Je vous assure qu'aujourd'hui au Burundi, les Burundais savourent les dividendes de la paix sur tout le territoire et les projets de développement commencent à renaître au Burundi. Et je pense que c'est un pays agréable à vivre. Nous sommes fiers d'être Burundais aujourd'hui et nous sommes fiers de vous dire que nous sommes sur la voie du développement, de la paix durable et je pense que c'est ce que nous voulions. Et pour le prouver, nous sommes en train de contribuer dans les missions de maintien de la paix. On va y arriver, Son Excellence. Mais avant, 20 ans après, les circonstances de ce drame n'est pas encore élucidées. Pourquoi? Non, je pense que vous savez, il y a une étape. Je pense que dans l'histoire internationale, 20 ans, ce n'est pas beaucoup. Il y a des choses même qui seront élucidées après nous. Mais je pense qu'il y a cette volonté de la communauté internationale de pouvoir mettre les choses à jour. Je pense mettre les preuves. Donc il y a des enquêtes ici et là. Chacun a essayé de faire autant que ce peut pour pouvoir mettre vous savez même, il y a un Camerounais qui s'appelle Janvier Onana qui a essayé d'écrire, il a écrit un ouvrage pour pouvoir montrer sa face de la vérité. Mais aujourd'hui, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de vérité sur cette affaire. Chaque parti, il va de sa façon. Vous parlez d'Onana, le journaliste essayiste
le polémiste. Oui, oui, qui a écrit un ouvrage qui a fait polémique. Et je pense que c'est chacun. En fait, il faut lui donner son... donc il faut accepter que lui aussi il voulait. Donc c'était un assoiffé de la vérité sur cette affaire. Il a voulu donner sa part de vérité, mais je pense que sa vérité est une vérité parmi tant d'autres. Et c'est ça qui est dommage, mais je pense que le moment venu, avec la communauté internationale, avec toutes les enquêtes réunies, on pourra aboutir à une vérité sur cette affaire. Sinon, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dans la désolation que rien n'est précis sur cette affaire. 20 ans après, nous constatons une forte présence de l'ONU dans votre pays. Cela signifie-t-il que le Burundi est toujours en crise? Non, justement, vous savez, nous sommes toujours en train de négocier avec les Nations Unies pour qu'ils puissent réduire l'équipe sur place. Et je pense que c'est ça même qui va donner une autre image pour le Burundi, afin que les gens, les uns et les autres, ne puissent pas penser que le Burundi, finalement, malgré tous les efforts de la communauté internationale, ils ne parviennent pas à redémarrer une vie normale. C'est ça qui est toujours en discussion à New York avec les Nations Unies, pour leur dire, voilà, nous aimerions que vous puissiez réduire votre équipe au Burundi, pour que cette équipe puisse réduire à un format comme une ambassade, comme une représentation simple des Nations Unies, et de donner une autre image, que les investisseurs puissent venir sans craindre, que les gens puissent comprendre que la paix a été rétablie une fois pour toutes, que l'investissement commence, que les investisseurs viennent créer du travail, viennent créer des entreprises, sans qu'il y ait un penchant, un côté, c'est-à-dire un esprit derrière, en disant, même si je pars, voilà, les Nations Unies sont toujours là, ils montrent que peut-être ça ne marche pas très bien de ce côté-là. Je pense que c'est, vous savez, on comprend de l'autre côté, vous savez, une équipe, quand vous réduisez l'équipe, vous réduisez aussi les emplois. Il y a cet enjeu d'emploi aussi dans cette équipe-là. Il faut que les gens le comprennent. Il y a l'enjeu des indemnités aussi. Il y a les gens qui se raccourent douce quand un pays est en crise. C'est comme si ils aimeraient même que ça reste comme ça, pour que les indemnités puissent couler comme de l'eau, pour que les uns et les autres puissent continuer le travail. Quand on parle de la réduction, immédiatement vous allez comprendre qu'il y aura des gens qui seront à envoyer, parce qu'il y a même des nationaux qui seront renvoyés, qui sont maintenant employés par ce bureau qui est en place à Bujumbura. Pouvez-vous dire ici aujourd'hui, Excellence, que le Burundi est en paix? Le Burundi, c'est un pays en paix. Le Burundi, c'est un pays en paix. Quand vous y allez, aujourd'hui, vous serez surpris. Il y a des efforts, il y a des projets qui sont là. Et la capitale, c'est toujours la capitale. Donc, si on se réfère à la capitale, à ce qui se dit dans les milieux intellectuels, aujourd'hui, les Burundais, ils vaquent à leurs activités quotidiennes sans craindre. Sans crainte, ils sont en train de réaliser des miracles par rapport à ce qu'ils sont capables de faire. Imaginez-vous qu'aujourd'hui, tous les samedis de la semaine, les populations sont conviées à des travaux communautaires, où ils construisent des écoles, où, initiative sur initiative, les populations construisent des écoles, des dispensaires, des écoles même en étage. Avec les contributions, c'est une façon d'exploser cette paix retrouvée, de dire, voilà, nous sommes fiers de notre pays, maintenant c'est un pays où il faut beau vivre, il faut vraiment rivaliser d'ardeur dans la créativité, de façon à montrer à qui veut comprendre que la paix est retrouvée et que tout le monde peut y aller même au-delà de ses moyens pour faire quelque chose qui est bénéfique pour la communauté, pour le Burundi. Il y a quelques jours, dans une interview accordée à Jeune Afrique, le président Paul Kagame accusait la France d'avoir participé au génocide. Partagez-vous cet avis? Je pense que les relations entre États et les déclarations des autorités, je pense que les autorités, par rapport aux relations entre les États, la vie des autorités, c'est vraiment éphémère par rapport à la vie des pays. Les pays sont appelés à vivre longtemps ensemble, alors que les individus ont une vie limitée. Je pense que c'est, en dehors de toute déclaration, je pense que les relations, la France n'est pas l'ennemi du Rwanda et vice-versa. Je pense que c'est les pays qui, il arrive au cours de l'histoire que des pays puissent avoir des petits problèmes. C'est arrivé avec le Cameroun et le Nigeria. Est-ce que vous pouvez me dire aujourd'hui que le Nigeria c'est l'ennemi du Cameroun? Pas du tout. Mais je pense qu'à un certain moment, nous devons l'accepter. C'est comme les autres humains.
des pays, à un certain moment, ils peuvent avoir des couacs, ils peuvent avoir des frictions, mais qui finissent toujours par s'améliorer. Et je pense que c'est le cas du Rwanda et de la France. Et naturellement, nous, on ne doit pas s'ingérer dans les déclarations des uns et des autres en disant, voilà, il a raison, il a tort, c'est lui qui a fait ceci, qui n'a pas fait cela. Ça, on laisse à l'histoire de donner la vérité à qui l'a. Mais je pense que l'histoire continue et les relations entre la France et le Rwanda vont continuer malgré les déclarations des uns et des autres. Et nous soutenons que le Rwanda et la France puissent avoir des relations diplomatiques normales. Et ça a commencé. On a passé par la fermeture des missions diplomatiques à l'ouverture des missions diplomatiques. Maintenant, les ambassadeurs sont là sur place et ils sont toujours en dialogue avec les autorités dans les pays accrédités. Et les choses vont s'arranger. C'est un laps de temps. Ça arrive dans l'histoire des pays. Et nous sommes confiants qu'il n'y a rien. Ça arrive comme ça et je pense que ça va s'améliorer du jour au jour. Naturellement, nous sommes amis de la France, nous sommes amis du Rwanda et nous serons fiers qu'entre la France et le Rwanda, il n'y ait rien qui puisse gêner les relations qui existent entre les deux pays. En 2015, c'est-à-dire l'année prochaine, votre pays va aller aux élections. Depuis un moment, nous constatons une escalade de violence. À quoi cela est dû ? Et vous le savez très bien, d'abord, ce n'est pas une spécialité à la burundaise. Chaque fois, à l'approche des élections, il y a la fièvre qui monte par rapport au positionnement des uns et des autres. Il y a des gens qui voudraient avoir une place au soleil, qui voudraient avoir autant de soutien, qui voudraient avoir autant de considération par rapport à ce qu'ils avaient avant. Et ce n'est même pas une violence, il n'y a pas de violence au Burundi. Il y a des manifestations qui sont souvent encadrées par la police et souvent il y a des dérapages, que ce soit par les manifestants qui voudraient orienter l'action de la police, alors que ça n'a jamais été. Dernièrement, vous avez suivi, il y a eu une manifestation d'un parti politique où on a pris des policiers en otage. Alors, imaginez-vous, quand on prend les policiers en otage, on commence à les déshabiller, on commence à les poser des questions comme si on était en train de faire l'enquête. Et ça ne peut pas plaire aux autres coéquipiers. Ils sont intervenus avec les gaz lacrymogènes naturellement. Et voilà, il y a eu quelques blessés. Et ceux qui étaient impliqués dans ce coup ont été appréhendés par la justice. C'est comme ça. Ça arrive souvent des petites tensions, des échauffourées, mais qui n'ont rien à voir avec la paix dont je vous ai parlé, qui règne sur tout le territoire du Burundi. Mais la capitale reste la capitale, parce que la capitale, comme les médias sont toujours présents, on essaie de se montrer. C'est comme si c'est un show qu'on faisait, malheureusement, un show, chaque fois que c'est orienté dans le côté négatif, et ça crée des blessés. Et c'est dommage, mais on aimerait que quand même les gens commencent à comprendre qu'il faut respecter l'autorité, il faut respecter la loi. Les manifestations sont autorisées, oui. Il faut demander à l'autorité compétente. Il faut attendre la période qu'il faut attendre. Il faut essayer de patienter. Mais sinon, en voulant forcer sur l'autorité, en voulant forcer sur la police, ça crée souvent des bavures. Et c'est ce que nous regrettons souvent. Et je pense que nous sommes en train de tout mettre en œuvre parce que les élections se passent dans un climat apaisé et dans un climat où tout le monde est de façon transparente et de façon libre. Parlant justement des médias, Reporters sans frontières dénonce de plus en plus dans votre pays des pressions sur les médias, des pressions sur des journalistes, des arrestations arbitraires. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui dans votre pays, la liberté d'expression est une réalité? Je vous dis, si vous faites la comparaison dans la sous-région, je pense que le Burundi, s'il ne vient pas en premier, il est en deuxième position en ce qui concerne la liberté d'expression des médias. Alors, liberté d'expression, qu'est-ce que ça veut dire? Toute liberté, en fait, il y a des gens qui disent que la liberté ma liberté se limite là où commence la liberté de l'autre. Il faut que les médias aussi le comprennent dans ce sens-là. Donc, les médias sont libres, c'est vrai, mais toute liberté a des limites et le gouvernement se doit d'encadrer cette limite. Nous venons par exemple de déclarer la dépénalisation des délits de presse. Alors, la dépénalisation des délits de presse, ça ne veut pas dire que c'est une ouverture à l'infini.
il faut essayer de baliser cette dépénalisation. Autrement dit, un journaliste chez nous ne peut pas être condamné par ces déclarations, par ce qu'il a dit à travers la presse. Mais alors, le gouvernement lui dit, soyez toujours prêts à donner les preuves de vos déclarations. C'est la balise en fait à cette dépénalisation. Autrement dit, en ouvrant la brèche et en n'encadrant pas, au risque de produire les effets qui ne sont pas escomptés. C'est pourquoi le gouvernement fait tout pour baliser. En même temps que nous déclarons la dépénalisation, en même temps nous disons qu'il faut limiter cette ouverture en disant voilà, vous êtes capable de déclarer, de donner, d'annoncer des choses lors de votre journal, dans une revue, etc. Mais soyez prêts à un certain moment qu'on puisse vous demander où sont les preuves de vos déclarations. Est-ce que vous en avez les preuves? Donc c'est un peu ça. Et là, quand on commence à agir sur cet aspect, c'est là où on dit souvent qu'on commence à réduire la liberté de cette expression. Mais c'est un peu ça l'exercice. Sinon, aujourd'hui, au Burundi, on a déclaré la dépénalisation des délits de presse. Pardon. Et c'est ça que c'est la réalité. En fait, ce n'est pas, ne sont pas beaucoup de pays qui ont fait cette déclaration. Monsieur l'ambassadeur, il y a un câble envoyé aux Nations Unies par son représentant spécial au Burundi, un câble qui accuse le gouvernement burundais de préparer un génocide en armant des milices. C'est quand même une accusation assez grave. Que pensez-vous de ça? C'est une accusation assez grave, c'est une accusation qui vient de là où on ne s'y attendait pas. C'est une accusation qui vient d'une grande institution, les Nations Unies. Donc c'est le représentant spécial des Nations Unies au Burundi qui a envoyé ce câble confidentiel. Il n'était pas confidentiel puisqu'il s'est retrouvé dans tous les médias. Bien sûr, ça a été une fuite et c'est ça qui a gêné même l'auteur de cette communication. Mais je pense que comme c'était confidentiel, je pense que c'était une façon de faire un clin d'œil aux Nations Unies, au plus haut niveau, d'avoir un œil vigilant sur ce qui se passe au Burundi, parce qu'au Burundi, on n'a pas toujours l'information telle qu'elle est. L'information peut être déformée. Peut-être le représentant ou bien une autorité des Nations Unies à Bujumbura a eu des informations, des rumeurs, et n'a pas pu les vérifier. Il a soumis l'information aux plus hautes autorités à New York pour qu'ils puissent eux aussi essayer de suivre l'affaire de près. Je pense que le fait que le document soit confidentiel, même si ce document est tombé dans les mains des médias, c'était une façon, une marge de dire on n'a pas les preuves de ces allégations. Alors, si vous pouvez aller en profondeur en cherchant les preuves de ces allégations, je pense qu'il faut nous aider à le faire. Et je pense que le fait que ça soit confidentiel, autrement, si c'était public, avec toutes les preuves à l'appui, ça n'avait pas le droit d'être confidentiel. Et nous sommes, naturellement, le gouvernement est désagréablement surpris. Et je voulais profiter de cette chaîne de dire à la communauté internationale que les allégations contenues dans ce document sont archi faux. Le Burundi, pendant que nous sommes en train de contribuer à la paix à travers le monde, en Somalie, en Centrafrique, en Haïti, en Côte d'Ivoire, le Burundi ne peut pas se hasarder sur ce chemin-là. Et nous demandons à la communauté internationale de nous prendre, d'être nos témoins, de venir vérifier ces allégations. Et si jamais ils sont prouvés, je pense que ces allégations, ces preuves seront montrées à la communauté internationale, ces preuves seront montrées aux autorités en disant, voilà, on vous a pris la main dans le sac, donc vous avez pris le droit de nier quoi que ce soit. Mais je pense que nous vous garantissons qu'aujourd'hui, il n'y a pas de génocide en préparation. La jeunesse du parti au pouvoir, c'est une jeunesse comme tant d'autres. C'est une jeunesse qui est encadrée au sein du parti, comme les autres partis aussi ont des instances de jeunesse, comme il y a des instances de femmes dans chaque parti. Alors je pense que c'est dans ce sens-là. Seulement, on se demande les mobiles de ces accusations. Peut-être il y en a qui voudraient, qui prétendaient avoir quelques places, mais qui disent, voilà, avec cette jeunesse qui est consciente de l'histoire du pays, qui est mobilisée, on risque de ne pas accéder à ce que nous voulons. Et par conséquent, il faut confondre cette jeunesse aux Interahamwe du Rwanda qui ont fait le génocide au Rwanda.
il faut entretenir cet amalgame pour qu'on puisse créer, chercher à affaiblir, pas des accusations graves, mais je pense que si je peux faire un clin d'œil à la communauté internationale, c'est que les termes comme génocide, il ne faut pas les balancer sous la pluie, sous le soleil, sans que ça tienne debout. On risque de diluer même les génocides là où ça s'est passé, comme si c'est quelque chose de banal, de banaliser. Le génocide, c'est un crime grave et un crime de l'humanité. Et je pense qu'on ne peut pas s'amuser à balancer les termes génocide partout et dans n'importe quel document. Et toutefois, nous disons, la communauté internationale a les yeux braqués sur nous. Nous sommes à la veille des élections. La communauté nous a soutenus pour avoir la paix que nous avons. Et je pense que c'est le droit de toujours aller vers nous, même aller dans le moins de détails, mais sans exagération. Et je pense que nous avons été surpris, désagréablement surpris, le gouvernement et le peuple burundais. Et parce que ce document vient nier tous les efforts qui sont en train d'être consentis à l'intérieur du pays, au niveau du renforcement du processus démocratique, au niveau du désarmement, du processus de désarmement que nous faisons, qui a abouti à un collecte de 100 000 armes, vous imaginez, 100 000 armes retirées de la population, c'est vraiment des vies sauvées. Tout ça, c'est... Je pense que l'autorité des Nations Unies au Burundi a été désabusée par une fausse information. Et je pense que c'est une bonne chose qu'ils ont... Ils voulaient en faire un document confidentiel. Sinon, si c'était un document officiel, je pense que ça aurait été un document. Ils allaient donner des preuves nécessaires pour que les preuves présentées puissent être vérifiées sur place. Monsieur l'ambassadeur, vous avez un mot de fin pour les téléspectateurs de Entretien Privé de Canal 2 International? Oui, merci beaucoup. D'abord, je voudrais vous remercier, Canal 2 International, je voudrais remercier cette chaîne que j'ai appréciée dans ses premiers pas au Cameroun quand j'étais là-bas avec les comédiens comme Fingom Tralala et Picarata, avec beaucoup de gens qui nous donnaient vraiment la joie de vivre et qui montrent aussi qu'on peut commencer en s'amusant et devenir un grand monsieur. J'aimais blaguer en disant, je voyais souvent Willy de Paris quand il avait 12 kilos, oui. Maintenant, il a peut-être 80 kilos, donc tu vois quelqu'un qui commence dans la rue et qui se met debout avec toute cette considération de star. Et je pense que c'est une fierté du Cameroun. C'est aussi ça le Cameroun où quelqu'un peut commencer à zéro et devenir un grand monsieur comme les Américains, donc le rêve américain. Donc ça se réalise aussi au Cameroun. Et c'est avec grand respect que je salue les Camerounais, mes frères du Cameroun, mes frères de Lilique, avec qui j'ai passé de bons moments. Et le Cameroun nous a appris à vivre. Et je vous rassure que tous les Burundais qui ont vécu au Cameroun, c'est les Burundais qui se battent au Burundi, qui essaient de se réaliser et qui font des miracles. Et tout le monde apprécie. Et c'est grâce au Cameroun, et c'est grâce à la paix du Cameroun, parce que le Cameroun, c'est un pays de paix. C'est un pays où on peut créer une école de paix en Afrique, où on peut apprendre aux uns et aux autres de vivre ensemble sans se faire des problèmes, avec beaucoup d'ethnies, avec beaucoup de régions, mais que les gens ont compris que la paix, c'est une affaire d'ensemble, c'est une affaire de toute la nation. Et nous sommes fiers du Cameroun, comme nous étions fiers dans le temps des Lions Indoptables. Et je pense que le mondial qui va venir, les Lions Indoptables vont encore nous faire chanter, vont nous faire encore vibrer. Et je vous remercie beaucoup de cette émission. Et ce n'est que partie remise. Je suis toujours disponible si jamais il y a encore une actualité que vous voudriez élucider par rapport à ce qui se passe dans mon pays. Et je pense que peut-être même avant que les élections ne commencent, on aura aussi l'occasion de discuter, d'échanger. Je vous remercie. Monsieur l'ambassadeur, Canal 2 reste votre maison. C'est sur ces mots aimables du Cameroun, mesdames, messieurs, que nous vous quittons. Vous avez constaté comme moi que monsieur l'ambassadeur est un fin téléspectateur de Canal 2 International comme vous. Restez scotché sur votre chaîne préférée. Au revoir.